Dans une petite ville américaine où le racisme couve encore sous la surface, 3 hommes blancs, des brutes sans scrupules, décident de s'en prendre à un adolescent noir discret, pensant qu'il est une cible facile. Mais ils vont vite découvrir qu'ils ont choisi la mauvaise proie. Ce gamin qu'ils méprisent n'est pas n'importe qui, c'est le fils de Francis Ngannou, le légendaire combattant de MMA. Ce qui commence comme une chasse cruelle va se transformer en une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Restez jusqu'à la fin, car cette histoire est pleine de suspense, d'action et d'une morale qui vous fera réfléchir. Et si vous aimez ce genre de récit, abonnez-vous pour ne rien rater. Dans les couloirs bondés du lycée de Crestwood, une petite ville du Midwest où les champs de maïs s'étendent à perte de vue et où les pick-up rouillés semblent être une extension naturelle du paysage, Marcus Ken avançait, tête baissée, son sac à dos usé pendant sur une épaule. À 17 ans, il avait l'air d'un ado ordinaire, un sweat à capuche gris élimé, des baskets dont les semelles avaient vu trop de routes poussiéreuses, et des yeux sombres qui évitaient soigneusement de croiser ceux des autres. Mais à Crestwood, une ville où les habitants se vantaient de leurs racines, pures, et où les étrangers étaient regardés de travers, Marcus n'était pas ordinaire. Sa peau noire, ses cheveux courts et bouclés, et son attitude réservée faisaient de lui une anomalie, une tache sur la toile monochrome de cette communauté repliée sur elle-même. Depuis qu'il avait emménagé ici avec son père, 6 mois plus tôt, il avait appris à naviguer dans cet environnement hostile comme un marin sur une mer agitée, en silence, avec prudence, et toujours sur ses gardes. Les murmures le suivaient partout. Dans les couloirs, à la cantine, sur le parking du lycée, il entendait les mots chuchotés derrière son dos, étranger, pas d'ici, parfois pire. Les regards étaient comme des aiguilles, piquants et persistants, mais Marcus avait une carapace. Il ne répondait pas, ne réagissait pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il savait que chaque bataille ne valait pas la peine d'être menée. Pas encore. Il avait grandi avec les leçons de son père, des leçons gravées dans son esprit aussi profondément que les callosités sur ses mains. La force, c'est pas de frapper en premier, Marcus. C'est de savoir quand frapper, et pourquoi. Ces mots résonnaient en lui comme un mantra, un bouclier invisible qu'il portait à chaque pas dans cette ville qui ne voulait pas de lui. À l'opposé de Marcus, dans l'écosystème brutal de Crestwood, se trouvaient 3 hommes qui incarnaient tout ce que cette ville pouvait produire de pire. Mac, le Rock Larson, un colosse de 25 ans au crâne rasé et aux avant-bras couverts de tatouages mal faits, était une légende locale à sa manière. Ancien linebacker vedette du lycée, il avait vu ses rêves de football universitaire s'effondrer après une blessure au genou, et maintenant il passait ses journées à soulever des caisses dans une usine de pièces automobiles et ses nuits à boire des bières bon marché au bar du coin. À ses côtés, il y avait Tommy Vance, un type maigre et nerveux de 23 ans, avec des yeux perçants qui semblaient toujours chercher une faiblesse à exploiter. Tommy n'avait jamais été bon à grand-chose, mais il avait une langue acérée et un talent pour les insultes qui faisaient rire ses amis. Enfin, Carl, la lame, Brody, 24 ans, complétait le trio. Grand et dégingandé, avec des cheveux gras qui lui tombaient sur le front, Carl était connu pour le couteau à cran d'arrêt qu'il sortait à la moindre occasion, le faisant tournoyer entre ses doigts comme un cow-boy avec un revolver. Ces 3-là n'étaient plus des lycéens, mais ils traînaient encore autour de l'école, attirés par le pouvoir qu'ils pouvaient exercer sur les plus jeunes, un pouvoir qu'ils n'avaient jamais su trouver ailleurs. Ce jour-là, un vendredi d'automne où l'air sentait la pluie et le bois brûlé, Mac avait repéré Marcus dans la cour du lycée. Le garçon était assis seul sous un vieux chêne, son sandwich à moitié mangé posé sur une serviette froissée. Les feuilles mortes craquaient sous les pas des élèves qui passaient, mais Marcus semblait dans son monde, écoutant de la musique à travers des écouteurs bon marché. Mike, appuyé contre un muret avec Tommy et Carl, avait plissé les yeux en le voyant. « Regardez-moi ce petit malin » avait-il grogné, sa voix rauque portant par-dessus le brouhaha de la cour. « Il se croit chez lui ici, tranquille comme ça. » Tommy avait ricané, grattant une croûte sur son bras. « Faut lui apprendre où est sa place. Ça fait trop longtemps qu'il se balade comme si Crestwood lui appartenait. » Carl, faisant claquer la lame de son couteau en un geste théâtral, avait ajouté avec un sourire tordu, « Ce soir, après les cours. On va lui régler son compte. Ça va être marrant. » Marcus n'avait rien dit. Il avait senti leur regard, entendu leur voix portée par le vent. Ses écouteurs diffusaient un vieux morceau de hip-hop, mais ses oreilles étaient ouvertes, attentives. Il avait grandi dans des endroits plus durs que Crestwood, des quartiers où les sirènes de police étaient une berceuse et où les bagarres éclataient pour un regard de travers, et il savait reconnaître une menace. Ces 3-là n'étaient pas juste des grandes gueules. Ils avaient quelque chose de sombre en eux, une haine qui allait au-delà des mots. Mais Marcus ne bougea pas, ne leva pas les yeux.
Il finit son sandwich, plia la serviette, et rangea ses affaires dans son sac avec une lenteur délibérée. Il savait que le moment viendrait. Pas ici, pas maintenant, mais bientôt. La journée passa dans une tension sourde. En cours d'histoire, pendant que le prof parlait de la guerre de sécession avec un enthousiasme mécanique, Tommy, qui s'était glissé dans la salle pour rendre visite à un cousin, s'était assis juste derrière Marcus. Il avait passé l'heure à donner des petits coups dans le dossier de sa chaise, ricanant chaque fois que Marcus ne réagissait pas. « T'es sourd ou quoi » avait-il murmuré, assez fort pour que les élèves autour entendent et gloussent. Marcus avait continué à prendre des notes, son stylo grattant le papier avec une régularité presque hypnotique. À la cantine, Karl avait accidentellement renversé un gobelet d'eau sur la table de Marcus, éclatant de rire pendant que l'autre trempait son sac. « Oups, désolé, mec » avait-il dit, son ton dégoulinant de sarcasme. « T'as l'habitude de nettoyer, non ?» Mike, qui passait par là, avait ajouté en riant, « Fais gaffe, car il va peut-être appeler sa maman. » Les autres élèves avaient détourné les yeux, mal à l'aise mais silencieux. Marcus avait simplement pris une serviette, essuyé l'eau, et continué à manger, son visage impassible. Mais sous cette façade, quelque chose bouillonnait. Pas de la colère, pas encore. C'était autre chose, une énergie contenue, comme un ressort comprimé prêt à se détendre. Chaque insulte, chaque provocation, chaque regard de mépris était stocké dans un coin de son esprit, catalogué avec la précision d'un stratège. Il avait appris ça de son père, cet homme qu'il admirait plus que tout au monde. Ils veulent te voir craquer, Marcus, lui avait dit son père un soir, alors qu'il s'entraînait dans un garage transformé en dojo de fortune. Mais toi, tu restes solide. Tu choisis ton moment. Et quand tu frappes juste. Ces mots étaient sa boussole, et aujourd'hui, il sentait que le vent tournait. À 16 heures, la cloche sonna, libérant les élèves dans un chaos de cris et de rires. Le lycée se vida en quelques minutes, les bus scolaires klaxonnant au loin tandis que les derniers retardataires traînaient sur le parking. Marcus ajusta son sac sur son épaule et prit le chemin du terrain vague derrière l'école, un raccourci qu'il empruntait chaque jour pour rentrer chez lui. C'était un endroit désolé, envahi par les mauvaises herbes et jonché de canettes écrasées, un no man's land où les règles du lycée ne s'appliquaient plus. Le vent soufflait fort, faisant danser les feuilles mortes autour de ses pieds, et le ciel s'assombrissait à l'approche d'un orage. Marcus marchait d'un pas régulier, mais ses sens étaient en alerte. Il avait entendu les pas derrière lui avant même de quitter le bitume du parking lourd, maladroit, trop nombreux pour être un hasard. Il savait ce qui l'attendait. Il ralentit légèrement, laissant ses poursuivants réduire la distance, et quand il atteignit le centre du terrain vague, il s'arrêta net. « Et, toi ?» La voix de Mike déchira l'air comme un coup de tonnerre. Marcus se retourna lentement, son sac glissant de son épaule pour tomber dans l'herbe avec un bruit sourd. Les trois hommes avançaient vers lui, leurs silhouettes se découpant contre le ciel gris. Mike était en tête, ses poings serrés comme des marteaux, son visage rouge de colère contenue. Tommy suivait, une batte de baseball rouillée sur l'épaule, un rictus nerveux sur les lèvres. Karl fermait la marche, son couteau déjà sorti, la lame brillant faiblement sous la lumière déclinante. Ils formaient un demi-cercle autour de Marcus, bloquant toute issue, leur intention aussi claire que le grondement de l'orage au loin. « Tu te prends pour qui a traîné ici ?» lança Tommy, sa voix tremblant légèrement sous l'excitation. « T'as pas ta place à Crestwood, gamin. T'as jamais eu ta place. » Karl fit un pas en avant, jouant avec son couteau comme un chat avec une souris. « On va te renvoyer d'où tu viens, » dit-il en riant, un rire sec et cruel. « En morceaux, si t'es pas sage. » Mike, les bras croisés sur son torse massif, ajouta d'un ton lourd, « T'as cru que tu pouvais te pavaner ici sans payer le prix. Ce soir, on te remet à ta place. » Marcus les fixa, immobile, son regard passant de l'un à l'autre. Le vent soulevait des mèches de ses cheveux, mais il ne sciait pas. « Laissez-moi passer » dit-il enfin, sa voix basse, presque avalée par le bruit des rafales. Ce ton calme, détaché, sembla les déstabiliser une fraction de seconde, mais il ne fit qu'attiser leur rage. Mike éclata d'un rire rauque. « Laissez-moi passer » répéta-t-il en imitant Marcus d'une voix aiguë. « T'entends ça, les gars? Le petit prince veut qu'on le laisse tranquille. » « Désolé, mec, mais ici, c'est nous qui décidons. » Sans un mot de plus, Mike chargea, son poing droit visant le visage de Marcus avec la force d'un bélier. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, ce qu'aucun d'eux n'avait vu venir, c'est que Marcus bougea. Pas un pas en arrière, pas une esquive maladroite, mais un déplacement fluide, presque surnaturel,
qui le fit glisser sur le côté au dernier instant. Le poing de Mike traversa l'air, emportant le colosse dans son élan, et il trébucha sur une touffe d'herbe, manquant de s'étaler. « Qu'est-ce que » grogna-t-il en se retournant, les yeux écarquillés de surprise. Tommy réagit immédiatement, brandissant sa batte avec un cri de rage. Il visa la tête de Marcus, mettant tout son poids dans le coup, mais Marcus se baissa juste à temps, sentant le sifflement de l'arme passer au-dessus de lui. Dans le même mouvement, il attrapa le bout de la batte avec une précision chirurgicale et tira d'un coup sec, arrachant l'arme des mains de Tommy. La batte vola dans les broussailles, atterrissant avec un bruit métallique, et Tommy recula, bouche bée, ses mains tremblantes devant lui comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Karl, voyant ses complices désorientés, tenta sa chance. Il s'approcha par derrière, silencieux comme une ombre, son couteau visant le flanc de Marcus. Mais le garçon, comme s'il avait un sixième sens, pivota au dernier moment, saisissant le poignet de Karl d'une main ferme. En une torsion rapide, il força la brute à lâcher son arme, qui tomba dans la boue avec un claquement sec. Karl hurla de douleur, son bras plié dans un angle impossible, et il s'effondra à genoux, le visage tordu par la souffrance. Les trois hommes étaient figés, haletants, leur certitude pulvérisée en quelques secondes. Mike, toujours debout mais vacillant, essuya une goutte de sueur sur son front. « T'es qui, bordel » cria-t-il, sa voix tremblant entre la colère et l'incrédulité. Marcus, immobile au centre du terrain vague, ramassa le couteau de Karl et le lança loin dans les herbes, hors de portée. Puis il releva les yeux, un léger sourire au coin des lèvres, pas un sourire arrogant, mais quelque chose de plus profond, de plus dangereux. « Vous auriez dû me laisser tranquille, dit-il doucement. Mais maintenant, vous allez apprendre quelque chose. » À cet instant, une ombre massive apparut au bout du terrain vague, se détachant contre le ciel qui virait au violet. Une silhouette imposante, large comme une armoire, avançait à grands pas, ses pas lourds faisant craquer les brindilles sous ses pieds. Les trois brutes tournèrent la tête en même temps, et leurs visages se décomposèrent. L'homme qui approchait n'était pas un inconnu, pas pour quiconque avait déjà vu un combat de MMA. Francis Ngannou, surnommé The Predator, ancien champion UFC, était une légende vivante. Ses épaules massives tendaient le tissu de son t-shirt noir, ses biceps semblaient taillés dans la pierre, et ses yeux perçants brillaient d'une intensité qui aurait fait reculer n'importe qui. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un avertissement, et l'air autour de lui semblait vibrer d'une énergie brute, presque palpable. « Papa » dit Marcus simplement, sans une once de peur, sa voix aussi calme qu'un lac en pleine nuit. Mike recula d'un pas, ses mains levées comme pour se protéger d'un fantôme. « Ngannou » bredouilla-t-il, sa voix montant dans les aigus. « T'es son fils ?» Tommy, tremblant de tout son corps, murmura, « On savait pas, mec, on jure qu'on savait pas. » Karl, toujours à terre, gémissait en se tenant le poignet, son arrogance réduite à néant. Francis s'arrêta à quelques mètres, croisant les bras sur son torse. Sa présence était écrasante, un mur de muscles et de détermination qui semblait défier le monde entier. « Vous avez touché à mon fils, dit-il, sa voix grave roulant comme un grondement d'orage. Mais il n'a pas besoin de moi pour vous régler. » Il fit un léger signe de tête à Marcus, un mélange de fierté et d'approbation dans le regard. Marcus reprit la parole, son ton toujours mesuré, presque professoral. « Mon père m'a appris à me battre depuis que j'ai 5 ans. Pas pour frapper les autres, pas pour me vanter, mais pour me défendre. Pour protéger ceux qui comptent. Vous frappez parce que vous avez peur. Peur de ce que vous ne comprenez pas, peur de ce qui est différent. » Il fit un pas en avant, et Mike recula instinctivement, ses poings toujours serrés mais inutiles. « Vous pensez que la force, c'est de casser les têtes, de faire plier les autres. Mais la vraie force, c'est de rester debout quand tout le monde veut vous voir à terre. » Mike, encore sous le choc, tenta de sauver la face. « On voulait juste s'amuser, c'est pas perso » cria-t-il, sa voix tremblant sous le poids de son mensonge. Francis le coupa net, son regard le transperçant comme une lame. « C'est toujours personnel quand vous choisissez quelqu'un pour sa couleur de peau. Vous ne trompez personne, surtout pas vous-même. » Tommy, dans un élan désespéré, ramassa une pierre dans l'herbe et la lança vers Marcus avec un cri rauque. Mais le garçon esquiva sans effort, attrapant le bras de Tommy au vol et le tordant dans une clé impeccable. En une seconde, Tommy était au sol, le visage dans la boue, gémissant sous la pression. « C'est fini, dit Marcus, relâchant la prise et se relevant. Rentrez chez vous, et réfléchissez à ce que vous faites de vos vies. » Francis avança d'un pas, son ombre tombant sur les trois hommes comme une sentence. « Ou alors,
restez, dit-il avec un sourire froid qui ne laissait aucun doute sur ce qui suivrait. Et c'est moi qui finis la leçon. Sa voix était un murmure, mais elle portait la promesse d'une violence contrôlée, d'une puissance qui n'avait pas besoin d'être démontrée pour être ressentie. Mike, Tommy et Carl ne demandèrent pas leur reste. Ils se relevèrent en titubant, leurs vêtements tachés de boue et de sueur, leur regard terrifié passant de Marcus à Francis. Sans un mot, ils tournèrent les talons et s'enfuirent dans la pénombre, leur silhouette disparaissant entre les arbres alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Marcus les regarda partir, puis ramassa son sac, le jetant sur son épaule comme si rien ne s'était passé. Francis posa une main sur son épaule, un geste simple mais chargé de sens. « T'as bien fait, fils, dit-il doucement. T'as utilisé ta tête avant tes poings. C'est ça, la vraie victoire. » Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le lundi suivant, le lycée de Crestwood était en ébullition. Les couloirs bourdonnaient de rumeurs, chaque version plus extravagante que la précédente. Certains disaient que Marcus avait battu 10 gars à lui seul, d'autres juraient avoir vu Francis Ngannou mettre KO une voiture d'un seul coup de poing sur le parking. Les élèves chuchotaient en le voyant passer, leurs regards mêlés de crainte et de fascination. Marcus, fidèle à lui-même, avançait sans rien dire, son sac sur l'épaule, ses écouteurs dans les oreilles. Mais quelque chose avait changé dans l'air, une fissure dans l'ordre ancien de Crestwood. Mike, Tommy et Carl ne reparurent pas autour du lycée pendant des jours. Les rumeurs disaient qu'ils s'étaient errés chez eux, trop humiliés pour affronter les regards. Mais la vérité était plus complexe. Mike, le colosse au crâne rasé, avait été vu à la bibliothèque municipale un après-midi, un endroit où personne ne l'aurait imaginé mettre les pieds. Assis à une table bancale, il feuilletait un livre sur l'histoire des droits civiques, ses gros doigts tournant les pages avec une maladresse touchante. Il ne parlait à personne, mais ses yeux, habituellement durs et arrogants, semblaient chercher quelque chose, une réponse, peut-être, ou une rédemption. Tommy, lui, avait changé d'une autre manière. Le garçon bavard et sarcastique s'était tu. Il passait ses journées à traîner seul près de la rivière qui bordait la ville, lançant des cailloux dans l'eau avec une concentration inhabituelle. Ceux qui le croisaient disaient qu'il avait l'air perdu, comme si une partie de lui s'était brisée sur ce terrain vague. Carl, le plus imprévisible des trois, avait rangé son couteau pour de bon. On racontait qu'il l'avait jeté dans un fossé le soir même de la confrontation, jurant à voix haute qu'il ne le toucherait plus jamais. Il boitait encore à cause de son poignet tordu, mais il ne se plaignait pas. Quelque chose en lui avait cédé, et pour la première fois, il semblait réfléchir avant d'agir. Un jour, 2 semaines après l'incident, Mike fit quelque chose que personne n'aurait prédit. À l'heure du déjeuner, alors que Marcus était assis seul à une table de la cantine, un plateau de nourriture intacte devant lui, le colosse s'approcha. Les conversations autour s'éteignirent d'un coup, tous les yeux rivés sur la scène. Mike, mal à l'aise, triturait le bord de son t-shirt, ses épaules voûtées comme celles d'un enfant pris en faute. Je suis désolé, marmonna-t-il, sa voix à peine audible. J'étais un idiot. On était des idiots. Il baissa les yeux, attendant une réponse, un coup, n'importe quoi. Marcus le regarda longtemps, son visage impassible. Puis il hocha la tête, un geste simple mais lourd de sens. « Prouve-le, dit-il enfin. Pas à moi, à toi-même. » Mac resta là une seconde, puis tourna les talons et partit sans un mot. Mais ce moment marqua un tournant. Le lendemain, il s'inscrivit au cours gratuit de self-défense que Francis avait commencé à donner au gymnase local, un vieux bâtiment délabré que la ville avait offert à Ngannou après avoir appris qui il était. Les séances étaient ouvertes à tous lycéens, ouvriers, même quelques curieux, et Mac y allait chaque soir, suant sur les tapis, apprenant à canaliser sa force au lieu de la gaspiller. Tommy et Carl finirent par suivre, chacun à leur rythme. Tommy arriva un soir, les mains dans les poches, et s'assit dans un coin pour regarder. Francis l'invita à rejoindre le groupe avec un simple signe de tête, et après une hésitation, Tommy accepta. Carl mit plus de temps, mais un mois plus tard, il était là aussi, maladroit dans ses mouvements mais déterminé à essayer. Crestwood changeait, lentement, presque imperceptiblement. Les regards hostiles s'adoucirent, les murmures racistes se firent plus rares. Ce n'était pas parfait, ça ne le serait jamais, mais une graine avait été plantée. Un soir, après un entraînement, Marcus et Francis étaient assis sur les marches du gymnase, partageant une bouteille d'eau. La nuit était claire, les étoiles perçant le ciel comme des éclats de verre. « Tu crois qu'ils vont vraiment changer ?» demanda Marcus, essuyant la sueur de son front. Francis sourit, un sourire rare mais sincère. «
Certains oui, certains non. Mais t'as fait ce qu'il fallait, fils. T'as montré qu'on peut être fort sans détruire. Le reste, c'est à eux de le porter. Et puis il y eut ce jour, des mois plus tard, où tout sembla s'aligner. À la cantine, un groupe d'élèves plus âgés s'en prenait à un gamin chétif, un nouveau qui bégayait quand il parlait. Avant que Marcus ne puisse se lever, Mike fut sur ses pieds. « Laissez-le tranquille, dit-il, sa voix résonnant dans la salle. Les brutes ricanèrent. « Quoi, a changé de camp, Larson ?» Mac ne flancha pas, non, répondit-il. « J'ai juste appris ce que c'était, la vraie force. » Les agresseurs reculèrent, déconcertés, et le gamin leva des yeux reconnaissants vers Mac, qui lui fit un signe de tête avant de retourner s'asseoir. Crestwood ne serait jamais un paradis, mais quelque chose avait bougé. Marcus et Francis, par leur présence, leur patience et leur puissance tranquille, avaient fissuré un mur que beaucoup pensaient indestructible. Et au fil des mois, l'histoire de ce soir-là sur le terrain vague devint une légende locale pas pour les coups échangés, mais pour ce qu'elle avait semé. La vraie force, disait souvent Francis à ses élèves, c'est pas de gagner un combat, c'est de transformer un ennemi en quelque chose de mieux. Et à Crestwood, pour la première fois depuis longtemps, certains commençaient à y croire. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un combat, conclut une voix off alors que des images de Marcus et Francis s'entraînant ensemble défilaient à l'écran. C'est celle d'un garçon qui a transformé la haine en compréhension, et d'un père qui a appris à son fils que la vraie force ne vient pas des poings, mais du cœur. À Crestwood, les brutes ont découvert qu'on ne juge pas un livre à sa couverture, surtout quand ce livre est écrit par Francis Ngannou. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous réagi comme Marcus? Partagez vos pensées dans les commentaires, et si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous pour plus de récits comme celui-ci.